Hervé Ménager est docteur en géographie du sport à Bordeaux. Il a une histoire qui a commencé très tôt avec les chevaux. On ne s'étendrait peut-être pas sur cette question, mais il vit dans ce milieu depuis son enfance. Il a eu une longue carrière professionnelle d'aménageur, hein, d'éleveur, de loueur, d'accompagnateur. Hein. Il a également été sportif de haut niveau. Hein. Mais la fin des activités professionnelles arrivant, hein, il s'est engagé dans une nouvelle recherche sur un personnage assez énigmatique qui m'est apparu, pour l'avoir très très rapidement balayé, assez fascinante, qui s'appelle Rachel d'Orange, et qui a longtemps véhiculé une image partagée du cheval et du voyage, et dont Hervé Ménager va nous parler maintenant. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier aussi l'Association nationale de tourisme équestre qui est ici présente, encore, par Hervé Delambre et puis Monsieur Boyer, parce qu'ils m'ont permis, dans ce manège, voilà, là, de cirer quelques selles et de préparer mon guide de tourisme équestre dans les années 80. Et puis, il y avait Christine Marconnet qui était là tout à l'heure, qui était le CTR Équitation des Pays de Loire, qui m'a permis de préparer le monitorat dans les années 90. Donc, je suis revenu aussi fréquenter l'École nationale d'équitation dans les années 2000-2004 pour consulter le centre de documentation. Donc, vous remercierez Patrice Franchet-Despéret qui m'a bien aidé pour préparer une thèse à l'Université de Bordeaux avec Jean-Pierre Augustin, une thèse en géographie du sport qui portait sur le thème de la géographie de l'équitation hors stade. Donc, vous pouvez imaginer tout ce qui n'était pas sur hippodrome ou dans une carrière. Voilà. Donc, c'est à l'occasion de cette recherche sur l'origine de l'Anté que je suis venu ici, que j'ai recherché qui était Raymond Henry, puis lisant quelques articles de Raymond Henry, il s'est reporté à des raids Paris-Bordeaux qui avaient lieu dans les années 1927. Comme j'étais organisateur d'une épreuve d'endurance internationale à Bordeaux en même temps, je me suis étonné, praticien que j'étais, de n'avoir jamais entendu parler de cette endurance oubliée. Et puis en cherchant dans une revue qui s'appelle Le Sport universel illustré de 1927, je suis tombé sur un personnage, une jeune fille qu'on va voir figurer devant la porte de Brandebourg, c'est à Berlin. C'est un lieu emblématique, hein, c'est là qu'on passait de l'est à l'ouest il y a encore très peu de temps. Donc Rachel d'Orange, une jeune fille, je ne savais pas son âge, je ne savais rien d'elle, et j'ai abandonné Rachel d'Orange à sa revue pendant une dizaine d'années. Puis maintenant que j'ai un peu de temps, je me suis interrogé sur le forum des cavaliers d'endurance pour savoir si quelqu'un connaissait Rachel d'Orange. Bon, aucune réponse. Et donc j'ai fouillé depuis 2 ans la biographie de Rachel d'Orange. Pendant 1 an, je me suis trompé de piste. J'ai imaginé qu'elle était la fille de Jules d'Orange, enfin pas Jules d'Orange, Jules d'Orange, qui est en fait quelqu'un qui a écrit des ouvrages qui sont les ancêtres des guides Michelin que nous avons maintenant. Ça s'appelait la France inconnue. Donc il était secrétaire de l'Association générale des automobilistes. Ça rejoint un peu notre thème de changement de civilisation là. Les automobilistes se sont associés pour mettre des panneaux sur les routes. On imagine que maintenant ça se fait tout seul, pour éditer des cartes routières, pour même recruter des agents qui signalaient la présence de policiers dans la ville de Paris. Voilà, c'était les anges gardiens de l'automobile. Donc après cette recherche, cette impasse pendant 1 an, j'ai fini par découvrir une revue qui portait bien son nom, qui s'appelait Détective, de l'année 1951, où Rachel d'Orange finissait par avouer qu'elle s'appelait Rachel Léonie d'Orange et qu'elle était née à Fontenay-sur-Eure, c'est dans l'Eure-et-Loire, près de Chartres. À partir de là, j'ai activé mes moteurs de recherche et maintenant c'est très bien organisé pour la recherche généalogique et j'ai trouvé qu'elle était née en 1899, donc qu'aujourd'hui elle aurait donc 113 ans. Voilà. Donc je vais vous raconter le personnage, mais à travers ce conte, vous allez repérer l'évolution
de la présence du cheval à Paris, en France, et on retrouvera les thèmes qu'on a déjà abordés tout à l'heure. Donc cet exploit de Paris-Berlin, ça lui a imposé de faire 2500 km aller-retour. Elle a fait ça entre le mois de septembre et le mois de novembre 1927. Alors, ce qui est intéressant dans les mutations de l'équitation, c'est qu'elle a contribué au passage de la pratique de l'équitation en Amazone à l'équitation qu'on disait à califourchon ou en homme. Donc pourquoi ? Parce qu'elle avait tout simplement blessé son cheval en faisant de Paris jusqu'à Hanovre en Amazone. Elle était obligée de le laisser au repos, d'aller s'acheter une selle d'homme à Berlin, et ce qui lui a valu de prendre une première chute avec la monte en homme dès le premier essai. Ni le cheval, ni l'Amazone ne savaient en fait ce que c'était une selle d'homme et de pratiquer cette équitation-là. Donc ça a été repris par la presse et je pense que ça a pu contribuer à un changement de monte pour les dames. Donc elle était née en 1899. En 1899, il y avait un journaliste sportif très au point et très célèbre à l'époque parce qu'il avait lancé les premières courses cyclistes, qui s'appelait Pierre Giffard. Et ce Pierre Giffard avait écrit un livre, difficile à trouver maintenant, qui s'appelle « La fin du cheval ». Et voilà ce qu'il disait. Nous voici, c'était en 1899, donc il annonçait le XXe siècle. Nous voici au siècle qui verra l'homme se séparer du cheval. Ce sera la fin d'une collaboration vieille de plusieurs milliers d'années. Donc voilà, c'était sa prophétie. Donc nous allons voir, nous savons qu'il a eu tort, mais Rachel d'Orange a vécu, surtout pendant la première moitié du XXe siècle, une sorte de fin du cheval, en tout cas à Paris. Donc, j'ai dit qu'elle était née dans l'Eure-et-Loire. Elle était donc bosseronne, pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien l'ouest de Chartres. Donc, vous avez tout en bas, là, Illier-Combray. Pour ceux qui connaissent la recherche du temps perdu, c'est là que Proust mangeait ses madeleines. Et donc, on a dans sa famille tout à fait une représentante de nombre de familles paysannes, de petits paysans, qui étaient obligés de pratiquer plusieurs métiers, dont celui de charretier. Il y a sur ces 7 grands-pères ou arrière-grands-pères que j'ai pu repérer, 5 charretiers. Un autre était calvanier. Alors je me permets de vous interroger, qu'est-ce que c'était qu'un calvanier ? Bon, je ne savais pas non plus, n'ayez pas honte. Donc c'est quelqu'un qui calait le foin dans les charrettes. Enfin, voilà ce que j'ai compris. Et puis un autre grand-père était épicier avec sa charrette à cheval. Donc les charretiers, eh bien, ils utilisaient le percheron beaucoup dans la région, et donc avec des attelages en paire, en tandem, etc. Je suppose que Rachel d'Orange a aidé son père parce qu'elle était l'aînée de la famille. Donc elle a eu cet habitus qui lui a été transmis donc, par son mode de vie toute petite. Son père est décédé en 1914, non pas à la guerre, mais tout simplement malheureusement, parce qu'il était malade de la tuberculose, une maladie qui éradiquait beaucoup de monde dans nos campagnes. Et puis elle avait quand même un frère aîné qui est décédé, mort pour la patrie, en 1918. Donc, il a fallu qu'en 1916, elle quitte cette ferme de Fontenay-sur-Eure, où personne ne la connaît maintenant, et elle a rejoint la banlieue parisienne à Malakoff, où elle a été engagée ou placée comme porteuse de pain. Donc elle a dû pratiquer, comme on le voit ici sur un livre qui était célèbre au début du XXe siècle. Donc elle a pratiqué le portage du pain et elle a dû le pratiquer aussi avec une charrette à cheval.
Je dis ça d'autant plus volontiers que j'ai rencontré la fille de sa rivale, qui s'appelait Lucie Chable, et qui était aussi femme cocher à Paris dans les années 1940. Lucie Chable était originaire de la même région et avait été engagée aussi comme livreuse de pain avec une charrette, parce qu'elle savait mener un attelage. Je vais aller plus vite. Oui. D'accord. Donc, elle a parcouru Paris un peu de toutes les façons. Elle a défilé comme mannequin pour la maison Jean Patou. Alors maintenant, c'est la technologie qui... Voilà. Elle a été modèle. Elle a été aussi maîtresse de quelques personnes du corps diplomatique, on va dire. Elle était souvent à Auteuil pour la journée des dragues. Et puis, elle a été écuyère de haute école, écuyère de cirque. Malheureusement, elle a eu un accident et c'est un peu ça qui l'a entraînée vers ses voyages. Donc, c'est pour se guérir d'un chagrin d'amour qu'elle est partie à Berlin en 1927. C'est elle qui le dit. Donc, voilà son parcours. Elle n'y est pas allée en trace directe. Elle est passée par la Hollande et donc, je vous l'ai dit, elle est revenue en cavalière. L'année d'après, elle récidivait en faisant un vrai tour d'Europe. Donc, elle est allée jusqu'à Bucarest en suivant le Danube et puis elle est revenue par Varsovie, à nouveau l'Allemagne. Et donc, c'était 2 années de suite. La première fois, c'était 2500 km, la deuxième fois, 6000 km. Et puis, elle a récidivé en 1929 pour aller rejoindre l'exposition universelle qui avait lieu à Barcelone. Donc, elle avait plus de 10 000 km effectués en 3 ans. Les 2 premiers raids avaient été effectués avec le même cheval, un anglo-arabe qui s'appelait le UP. Donc, la guerre arrivant, son cheval n'étant pas réquisitionné, l'occupant reconnaissant son passé sportif, donc elle a pu s'installer comme femme cocher à Paris. Elles étaient 2 dans les années d'occupation. C'est une profession qui avait commencé en 1907. Donc c'est la dernière femme cocher de Paris. Sa rivale a arrêté cette occupation en 1951. Là, on la voit peinte par Marin-Marie, qui est un peintre assez connu, je crois. Et puis, c'est aussi le dernier cocher de Paris, parce qu'elle a dû arrêter son activité en 1965-66. Donc, elle avait 65-66 ans. Et elle a continué cependant à faire quelques prestations avec son fiacre, notamment pour le Gala des artistes, où j'espère pouvoir la retrouver sur quelques séquences télévisées prochainement. Donc, elle se produisait avec son fiacre, avec les artistes, au cirque d'hiver, qui est le cirque de la famille Bouglione et qui doit bientôt me recevoir. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à savoir comment elle avait pu terminer sa vie. En fait, elle l'a terminée à l'hôpital d'Ivry. Elle y est entrée le 24 décembre 1980. Elle y a vécu 1 an. Je ferai une restitution de sa biographie à l'hôpital d'Ivry le 16 septembre pour la journée du patrimoine. Et puis, elle a été enterrée au cimetière parisien de Thiais. C'est un cimetière où sont enterrés les Parisiens dont le corps n'a pas été réclamé. C'était le cas en 2003, je crois. Et donc, j'ai découvert sa tombe, une simple ardoise gravée qui pouvait témoigner que c'était bien là. Et j'ai pu après retrouver sa famille et lui indiquer voilà, comment elle avait pu terminer, parce que Rachel était très fière. Sa déchéance, elle n'avait pas voulu la faire voir et donc elle avait rompu les ponts. Alors, elle n'est pas connue, je pense que vous la découvrez pour la première fois, alors qu'elle a un alter ego allemand qui s'appelle Gustav Hartmann, qui a fait, lui, Berlin-Paris en 1928, tout simplement parce qu'il avait rencontré Rachel, qui lui demandait le plus court chemin pour aller de Wannsee à la porte de Brandebourg, donc en 1927. Donc lui, il est venu à Paris fêter son 80e anniversaire en 1928, et
depuis que le mur est tombé, etc. C'est le saint patron des taxis berlinois, et la firme Mercedes-Benz a toute une exposition sur Gustav Hartmann. Il y a un livre qui avait été écrit sur sa biographie par Falanda en 1943, en pleine propagande, Propagandastafel. Et donc depuis, il y a eu une série télévisée qui a été faite sur Voyage, et puis il y a aussi un film qui a été fait. Et puis il y a l'université allemande s'est occupée de lui. Il y a un professeur qui a écrit sa vraie biographie. Je vous laisse conclure. Je conclus maintenant en évoquant Linde Klinckowström. C'est une Suédoise qui a fait à peu près la même chose que Rachel, qui a été en fait le modèle de Rachel, parce qu'elle a fait Stockholm-Paris en 1926 et qu'elle a dû rencontrer Rachel au Manège Pellier à Paris. Et donc voilà les itinéraires que ces deux-là ont pu effectuer. Quelle était celle qui avait fait le plus grand nombre de kilomètres? Elles sont autour de 20 000 kilomètres effectués quand même. Donc, et puis, j'ai interrogé ceux qui font encore, à nouveau plutôt, des promenades en calèche à Paris, qu'ils ne connaissaient pas Rachel. Je crois qu'ils sauront vous en parler si vous faites une promenade en calèche maintenant à Paris. Merci infiniment de nous avoir fait partager cette passion.